Bonjour et bienvenue à cet épisode de On jase là, l'émission où on choisit un sujet qui nous intéresse et qu'on en discute avec mes collaborateurs de toujours, Marc-André. Salut! Rosemary. Bonjour! Clarence. Allô! Et on a un invité spécial cette semaine, c'est Anthony Laplante-Paquin qui nous avait parlé la semaine passée de la révolution iranienne. Donc bonjour Anthony. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons discuter avec Marc-André d'un sujet qui semble assez technique, mais assez futuriste en même temps. J'ai bien hâte d'en entendre parler. Ouais, Marc-André. on parle de géo-ingénierie. En fait, ça pourrait être une façon de contrer certains effets des changements climatiques. Il y a beaucoup de pour, il y a beaucoup de contre. Puis je pense que c'est un sujet qu'on va entendre parler de plus en plus dans les prochaines années, au fur et à mesure que l'état de la planète va se dégrader. Donc, dans le fond, prendre des moyens pour améliorer... Pour limiter les impacts du changement climatique. Mais il y a beaucoup de nuances à faire, mais je pense que j'ai réussi à rendre ça relativement simple. Ça sonne comme un livre de science-fiction. Je suis déjà très excité. Mais... Par la suite, je pense que c'est Clarence aujourd'hui qui va nous parler d'une œuvre. Oui, monsieur. Cette semaine, je vous parle du dernier livre de l'auteur Wilfrid Nsonde qui s'intitule Un océan, deux mers, trois continents et c'est paru chez Mémoire d'Encrier au Québec et chez Actes Sud en France. Bien hâte d'en entendre parler. Cependant, on va commencer avec la dégustation. Rosemary, qu'est-ce qu'on goûte aujourd'hui? Comme toujours, c'est moi qui commence. Donc, aujourd'hui, on déguste la Farmhouse Blanche de la brasserie Malmstrom, située à Notre-Dame-des-Prairies. Donc, on parle ici d'une bière rustique d'inspiration belge. C'est une bière à 5,3% d'alcool. Donc, au nez, on sent vraiment les agrumes qui rappellent les bières blanches, mais on sent aussi les épices qui rappellent les IPA. Au goût, on se rapproche plus de l'IPA que de la blanche, selon moi, mais c'est beaucoup moins amer qu'une IPA quand même, là. Donc c'est vraiment une bière qui rappelle les bières belges qui se veulent un peu à l'ancienne, donc un goût peut-être plus rough, un peu moins travaillé que certaines bières. Rustique. Rustique, voilà. Puis ça paraît aussi par sa robe trouble. Donc c'est ça, c'est la bière Farmhouse Blanche de la brasserie Malmstrom qu'on déguste aujourd'hui. Très bon. Le goût est vraiment en parfaite contradiction avec ce que j'avais senti au premier abord. Oui, Tu dis qu'elle tient plus de l'IPA que de la blanche, mais moi qui déteste les IPA habituellement, l'amertume est pas si... Ben, elle est présente, mais elle disparaît très vite. C'est ça. Puis elle prend du temps aussi à arriver. Oui, ça prend quand un même. bon 1 seconde, 2 secondes. Ouais, Puis facile. elle disparaît assez Oui, rapidement. donc moi je suis un peu comme toi, Clarence, je suis pas généralement une grande fan d'IPA, mais ce n'est pas une IPA, faut pas se tromper là. Mais d'habitude, c'est pas le genre de bière vers lequel je vais être attirée, mais j'ai été quand même agréablement surprise par celle-là. Dans tous les cas, ça se boit. Moi, c'est mon genre. Oui, je sais des que gros toi, c'est critères. ton genre. Ben oui. Donc voilà. Beau combo entre fruité, ben pas fruité, mais plus agrumes, comme tu dis, et Ouais, c'est IPA. ça. Ouais. Donc fruité et les agrumes, c'est quand même dans la même C'est catégorie. quand même dans C'est les... pas ça, ouais. C'est pour ça qu'on te reçoit Anthony. pour des remarques. Toujours le mot personnelles. juste. Excellent. On va passer à quelque chose de plus sérieux. Marc-André, Oui. la géo-ingénierie. La géo-ingénierie. Donc quand Qu'est-ce même, que ça mange quand en même hiver? des mots qu'on entend, un mot qu'on n'entend pas souvent. Donc vous en doutez, géo, donc géographie, ingénierie, ingénierie. Donc on mélange, dans le fond, c'est l'idée d'ingénierer la planète. Pour avoir une définition un peu plus claire, au final, c'est l'idée d'une intervention à grande échelle de l'humain dans le système climatique de la Terre. Puis ça, en fait, ça serait dans le but de modifier ce système climatique pour réduire les augmentations de température prévues par les changements climatiques. Il y a deux groupes de technologies assez distincts qui sont contenus dans le fond dans cette idée-là de géo-ingénierie. La première, c'est l'élimination du dioxyde de carbone, qu'on appelle CDR, pour Carbon Dioxide Reduction en anglais. Et la deuxième, c'est gestion du rayonnement solaire, SRM, Solar Radiation Management. Moi, c'est celle-là qui m'intéresse en particulier aujourd'hui pour l'émission. Je vais quand même vous introduire un peu sur l'idée de la réduction du dioxyde de carbone. Donc ça, dans le fond, ça peut être aussi simple que de planter des arbres pour justement capter ce carbone-là, le dioxyde de carbone-là, qui va être transformé après ça en oxygène. Mais ça peut aussi être plus compliqué. Ça peut être dans le fait d'emprisonner du CO2 sous terre ou au fond des océans. En fait, ça sous forme liquide, l'emprisonner au fond des océans, donc pour qu'il y ait moins de concentration de CO2 dans l'atmosphère. C'est ça qui fait augmenter au final la température. Mais ça pourrait aussi être encore plus flyé que ça. Ça serait d'utiliser des organismes génétiquement modifiés, des OGM, pour qu'ils captent plus de CO2. Wow. Donc, dans nos plantations, carrément de blé ou peu importe, les autres capteraient plus de CO2 qu'ils le feraient normalement, puis changeraient ça en oxygène.
Donc on est quand même... On est rendu loin, là. Sam parlait de science-fiction. C'est impressionnant. C'est ça, on est en train de développer ces idées-là. Pour l'instant, on n'est pas dans le domaine du concret, on est dans le domaine théorique, mais ça serait faisable. Mais c'est très multidisciplinaire aussi. Là, tu as parlé de bio-ingénierie, génie de la mécanique, construire comme par exemple des installations pour l'enfermement, mais aussi la chimie, etc. Ouais. Là, on s'en va dans encore plus flyé avec les méthodes de gestion de rayonnement solaire. Donc en fait, l'idée avec ça, c'est pas de réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère, mais plutôt qu'il y ait moins de rayonnement du soleil qui proviennent vers la Terre. Donc la planète serait moins chaude. Donc moins d'effet de serre, en gros. Pas nécessairement. Le niveau d'effet de serre va rester le même tant qu'on fait pas d'action pour le diminuer ou moins utiliser dans le fond de combustible fossile ou en fait de créer des GES, des gaz à effet de serre. Mais c'est ça, donc en fait, c'est que ton niveau de gaz à effet de serre resterait le même, mais comme il y aurait moins de rayonnement sur la Terre, la température augmenterait pas en conséquence. Ok, je comprends. Puis ça, il y a 3 méthodes qui sont en train d'être développées en termes théoriques, puis certaines même qui commencent à vouloir faire des projets pratiques à ça. La première, qui est la plus simple des 3, ce serait d'injecter des microparticules d'aérosol dans la stratosphère. En fait, c'est basé sur une explosion volcanique qui avait eu lieu aux Philippines en 1991. Il y avait donc énormément de microparticules de sulfite qui avaient été relâchées dans la stratosphère et ça avait baissé la température moyenne globale de 1 degré pour cette année-là, tellement c'était immense comme explosion. Donc l'idée, ça serait de recréer ça de façon artificielle. Donc justement, en fait, ce que ça fait, c'est que les microparticules feraient refléter la lumière du soleil, donc ils retourneraient vers l'espace, ce qui explique la baisse de température. Comment ça pourrait être fait, ça? En fait, ça pourrait être par avion, par drone, par fusée, par des tirs d'artillerie ou par ballon météo. Ça faut comme façon justement de relâcher ça. L'avantage de cette technique-là, c'est que l'effet est rapide. En moins d'1 an, on pourrait déjà avoir une baisse de température. Évidemment, il faut que ça se fasse à grande échelle, ce qui est moins pratique. Il y a aussi que ça serait d'une durée d'1 an ou 2. Donc si par exemple on fait des tests et que ça a des impacts négatifs qu'on n'avait pas prévus, on pourrait arrêter rapidement d'utiliser cette solution-là. Donc c'est ça, on pourrait changer d'idée au final si jamais ça fait mal. Ça serait peu coûteux. Les estimations sont entre 1 et 10 milliards de dollars américains par année. C'est rien, 1 à 10 milliards pour ça. Si on doit faire ça à l'échelle planétaire en plus, c'est ça pour une échelle planétaire. Ok, ça, ce prix-là, c'est pour une échelle planétaire. C'est à l'échelle planétaire. Ah ouais, ok. C'est dérisoire. C'est rien, c'est des clopinettes. Mais, évidemment, il y a un gros mais. C'est que ça pourrait dérégler le cycle hydrologique de la planète à certains endroits. Par exemple, on pense à la saison des pluies ou à la mousson en Asie ou en Afrique. On ne sait pas encore quel impact ça pourrait avoir. Ça pourrait changer le cycle, dans le fond, des tempêtes tropicales, des cyclones, des ouragans. Donc, il y a encore beaucoup de recherches à faire à ce niveau-là parce qu'on ne sait pas si, par exemple, on décide de l'appliquer à un endroit. Mettons, on l'applique en Amérique du Sud, ça se peut qu'il y ait un mauvais effet ou peut-être même un effet bénéfique complètement à l'opposé de la planète. Donc il y a toutes ces questions-là auxquelles il faut réfléchir. Et aussi, comme j'ai mentionné, l'idée, ça serait d'envoyer ça serait des particules de sulfite. Ceux qui se souviennent un peu, quand on était plus jeunes, dans les années 90, on entendait beaucoup parler de la couche d'ozone. Une des causes principales de la détérioration de la couche d'ozone, c'était l'utilisation de sulfite. Donc ça pourrait avoir des impacts négatifs puis ramener le problème du rétrécissement de la couche d'ozone qui a été plus ou moins réglé ou en tout cas tempéré dans les dernières années. Il y a une ironie justement parce que l'idée c'est de refléter des rayons puis finalement en détruisant la couche d'ozone on en laisse passer davantage. Mais on ne sait pas justement si ces particules-là seraient assez importantes en quantité et en grosseur pour vraiment réduire la couche d'ozone. Donc encore là, il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est certains des problèmes qu'on voit pour l'instant. La deuxième technique qui pourrait être utilisée, c'est celle qu'on appelle du blanchissement des nuages. L'idée, en fait, ça serait de blanchir les nuages au-dessus des océans pour augmenter leur niveau de réflexion. Leur effet réfléchissant. Exactement. Donc ça serait fait en fait avec des particules d'eau de mer. Donc par exemple, tu pourrais avoir des bateaux placés partout dans les océans, Atlantique, Pacifique, Indien, peu importe, et qui, à partir de l'eau qui est dans l'océan, injecterait ça vers la stratosphère pour augmenter la réflexion des nuages, puis augmenter aussi le nombre de nuages. Mais ce serait une genre de condensation provoquée? C'est ça. Ça serait un peu cette idée-là au final. Tu vas me faire saigner du nez, mais c'est fascinant. C'est complètement flyé. Ça pourrait aussi se faire par avion ou par drone. Mais là encore là, c'est qu'il faut quand même un nombre important de vaisseaux, que ce soit maritime ou dans les airs pour faire ça. L'avantage avec ça, c'est qu'on pourrait couvrir à une intensité variable à différents endroits dans le monde selon les saisons. Donc ça pourrait peut-être permettre
si on fait assez de recherche, de s'arranger justement que ça n'ait pas d'impact négatif sur les saisons des pluies, par exemple. Fait que c'est quand même plus intéressant à ce niveau-là que les injections de particules. Ça pourrait peut-être être un petit peu plus contrôlé, mais encore là, il y a encore beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Un autre avantage aussi, c'est que les effets peuvent s'arrêter en moins de quelques semaines s'il y a un problème. Donc si on voit qu'il y a un impact justement sur une autre portion de la planète ou peu importe, là encore là, c'est une autre solution qui au final peut être vraiment temporaire. Mais ça pourrait aussi, malgré tout, affecter les courants marins négativement. Donc encore là, ouragan, cyclone, tempête tropicale. Et c'est aussi plus cher que les aérosols. Ça n'a pas encore vraiment été chiffré, mais on s'attend déjà à ce que ça soit beaucoup, beaucoup plus cher parce qu'il faudrait un nombre de vaisseaux plus important que pour l'injection d'aérosols. Puis il faut que ça soit tout le temps vraiment continu. Sinon, l'effet s'arrête. C'est possiblement moins efficace aussi que l'aérosol, mais encore là, on manque de recherche. Et finalement, les troisièmes techniques les plus flyées de la gang, les techniques spatiales. Parce que faut qu'on parle d'espace. Ça va triper. En fait, il y a deux façons qu'on pourrait faire ça. La première, ça serait d'installer un énorme miroir de 2000 km de diamètre dans l'espace. Comment t'as dit ça? 2000 km de diamètre. Ce n'est pas une blague. C'est gros longtemps, là. C'est gros longtemps. Où c'est qu'on va le construire? Dans l'espace. Oh. Ça serait de le construire dans l'espace. Je vais y revenir un peu plus tard. C'est une comparaison en termes de distance? 2000 km. Ce serait pas... 2000 km, ça serait... considérant que le diamètre de la Terre fait 40 000 km. Ouais. Mais disons, en termes de longueur, ça serait quoi? Montréal à la Floride, peut-être? Plus ou moins, ouais. Plus ou moins. Ça, c'est le diamètre. Fait que c'est un cercle autour de ça. Puis c'est ça, on construirait ça dans l'espace, puis l'idée en fait c'est qu'on mettrait ce miroir-là à ce qu'on appelle un point de Lagrange, qui est en fait un point où la gravité entre le Soleil et la Terre s'annule. Dans le fond, l'attraction gravitationnelle s'annule, donc le miroir resterait en place. Ce que ça, puis justement en positionnant ce miroir-là, ça permettrait de faire dévier des rayons du Soleil. Une autre solution plus simple, entre guillemets, parce qu'on s'entend qu'on parle quand même d'envoyer des choses dans l'espace, ce serait d'envoyer des milliers de plus petits miroirs d'une trentaine de centimètres de diamètre, encore là, à un point de Lagrange. Donc, ça serait juste qu'au lieu d'avoir à construire un miroir géant, il faudrait en envoyer des milliers, puis appliquer un peu le même principe. En passant, le point de Lagrange, c'est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est plus loin que la Lune. C'est plus loin que la Lune. Wow. Ce que ça ferait, dans le fond, avec ce qui est estimé avec ce miroir-là de 2000 km ou son alternative de milliers de petits miroirs, c'est que ça réduirait le rayonnement de 2%. Dans le fond, à 2%, on pourrait faire de la pollution qui serait à un niveau deux fois plus élevé que ce qu'on avait comme norme avant la première révolution industrielle. Donc, cette technique-là, on s'entend que ça prendrait quand même des décennies à mettre en place. Donc, si on se dit que pendant ce temps-là, on continue de polluer et qu'on ne réussit pas à réduire nos émissions, ça pourrait dépasser le niveau de gaz à effet de serre qu'on a sur Terre. Donc, ça pourrait compenser pour beaucoup plus que ce qu'on a prévu, dans le fond, qui s'en vient comme en termes d'effet de serre sur la Terre. Donc, ça peut aussi réduire la température plus que ce qu'on voudrait, potentiellement. Ouais. Dépendant du niveau de gaz à effet de serre qu'on a sur Terre. On va créer d'autres problèmes, en fait. On pourrait possiblement créer d'autres problèmes, exactement. C'est pas des estimations de coût. Je viens dans pas long. Avant ça, juste un autre petit avantage, c'est dans ce cas-ci, la couche d'ozone ne serait pas affectée. Okay. C'est déjà ça. Puis c'est ça. Les problèmes, c'est long à implémenter. On parle de décennies. On parle d'envoyer du matériel dans l'espace. On parle de construire après ça les installations nécessaires. L'avantage, c'est qu'on pourrait se servir d'imprimantes 3D, par exemple, basées sur une station lunaire pour construire ça en se servant de ressources de la Lune. Mais là, on rentre encore. Ça prendrait encore plus de temps à se rendre jusque-là. Aussi, on n'a aucune idée, pour l'instant, ça serait quoi les impacts sur la météo, la température, les précipitations. On ne sait pas si ça pourrait avoir un impact négatif ou non. Puis c'est un processus qui est plus difficile à arrêter que d'envoyer de l'eau. Exactement. Dans le ciel, si jamais ça tourne mal, c'est qu'on envoie un missile détruire cette étoile-là. Je sais pas. Et pour le coup, ça serait extrêmement cher. Ça se compte en trillions de dollars. C'est des trillions et des trillions et des trillions de dollars juste à cause de tout le matériel qu'il faudrait envoyer dans l'espace. Mais est-ce qu'on a un montant comme actuellement? On n'a pas de montant pour l'instant. J'aurais dû pousser un peu plus à la recherche là-dessus, mais j'ai pas trouvé de montant. Mais on l'estimait en plusieurs trillions. Mais pour le plaisir de l'hypothèse, là, c'est en quelle année à peu près qu'on a comme... Ça se base sur... Ça, c'était en 2019-2010, cette étude-là, si je me trompe pas. Ça fait quand même un moment. Ça fait un petit moment. Faut se souvenir aussi que à l'époque, les compagnies commerciales d'aérospatiales n'étaient pas très présentes ou ne développaient pas vraiment de produits. Aujourd'hui, la réalité
d'envoyer des objets dans l'espace est très différente de celle qu'on avait à l'époque. Fait que ça serait quand même intéressant de voir une révision de cette étude-là avec les nouveaux... J'ai l'impression qu'on pourrait réduire le coût pour envoyer le matériel, mais on reste encore avec le problème de... faut construire après ça dans l'espace à partir de ce matériel-là. Faut construire les installations, faut envoyer du monde, faut envoyer de la technologie nécessaire. C'est là que le coût resterait assez élevé aussi. Pour construire dans l'espace... Bon, là, je vais au meilleur de mes connaissances, mais pour construire dans l'espace, on a quand même une 50aine d'années d'expérience. On est rendu pas pire quand même pour construire des infrastructures qui sont assez impressionnantes. On prend la Station spatiale internationale, là, puis c'est un projet qu'on a réussi à construire en à peu près une 20aine d'années. Puis avec la coopération internationale, tout ça, on a vu comme des gros bénéfices. On va venir à cet enjeu-là bientôt, justement, parce que ça pourrait être un des problèmes, c'est qu'est-ce qui se passe si on n'a pas cette coopération-là. C'est sûr. Je pense pas que ça serait faisable par un seul État de construire ça. Non, tout à fait. Mais les projets spatiaux en général ont donné des bons résultats en termes de coopération pour que deux États ouvertement ennemis se soient quand même entendus et aient même coopéré pour justement arrimer leur système l'un à l'autre. On voit quand même que ça peut être assez rassembleur. Puis je pense que je fantasme un peu, mais je trouve qu'il y a une belle opportunité justement de coopération puis d'ouvrir les frontières que d'avoir un tel projet commun si justement les États sont prêts à vouloir mettre l'investissement, tout ça, parce que ça implique un développement de technologie puis un progrès technologique absolument immense. Je pense qu'il y aurait quand même un certain retour. Non, c'est ça, c'est pas impossible comme projet, surtout avec la vitesse des avancements technologiques de nos jours, mais on pourrait avoir ça de notre vivant si on va vers cette situation-là, mais ça prendrait quand même beaucoup de temps. Je pense que les meilleures estimations, c'était 2050-2060. OK. Ça, on commençait maintenant. Ça, c'est le temps, en fait. Non seulement un coût un coût pécunier, un coût financier, mais en termes de temps, c'est ça. On n'est pas, c'est pas demain que ça va se faire. Là. Une question un peu pour faire un lien avec coopération internationale et tout ça. L'hypothèse comme quoi on pourrait utiliser des navires pour créer des nuages. À la quantité de destroyers, de bateaux que les armées utilisent plus. Il y a des flottes qui sont stationnées dans tous les pays puis qui servent à rien. S'il y aurait quelque chose à faire avec ça. Possiblement. L'idée avec les bateaux, en fait, surtout ça pour l'idée justement de blanchissement de nuages, on parlait vraiment de bateaux drones. Parce que la quantité de bateaux qu'il faudrait, ça serait juste... Ça prendrait des milliers. Ça excède tout ce qu'on a disponible de toute façon. Peut-être pas à ce point-là, mais je veux dire, c'est que ça prendrait un équipage incroyable pour ça. Puis il y a quand même pas mal de variations des idées au niveau de la taille des bateaux, donc ça pourrait vraiment être des bateaux qui seraient pas si gros que ça au final. Fait que peut-être qu'un destroyer, ça serait trop gros pour ça. Ça serait peut-être plus pratique d'avoir un bateau plus petit, mais qu'on peut... C'est pour vraiment avoir un effet plus ciblé aux besoins. Je comprends. Je pense que l'architecture de ces navires-là serait très différente de navires de guerre aussi, là, quand on parle de bateaux drones. C'est peut-être plus de récupérer ne serait-ce que la structure ou du moins l'embarcation. C'est plus facile de construire le matériel sur l'embarcation que de construire l'embarcation, j'imagine. Peut-être. C'est possible. C'est une belle question ouverte. Puis, ce qui est intéressant quand même avec les solutions de géo-ingénierie, c'est que même les climato-sceptiques sont intéressés par ça. Donc, ils croient pas que les changements climatiques arrivent, mais tu vois qu'ils ont quand même peut-être un fond de crainte qui est là parce qu'ils se disent « Ouais, mais tu sais, au cas où. » Puis en fait, ce qui les intéresse vraiment avec eux, puis ce qui me désole totalement, c'est que leur intérêt face à ça, c'est qu'au final, il n'y aurait pas besoin de changer l'économie. Donc de passer d'une économie basée sur les combustibles fossiles jusqu'à une énergie verte, ça serait une belle façon pour eux autres de dire « Bon, on continue business as usual. » C'est de pas vouloir faire d'efforts. C'est de pas vouloir faire d'efforts. Ben, c'est un peu ça que je réfléchis depuis le début de la discussion, c'est que là, on parle quand même, je schématise beaucoup, mais on parle quand même d'une mainmise humaine sur le développement du climat et donc de la météo. Puis on va se le dire, la météo est l'une des dernières, si c'est pas, à ma connaissance, la seule science qui peut se permettre d'être inexacte en termes de sciences appliquées. Je peux pas m'empêcher de penser au livre La théorie des nuages de Stéphane Audegui. C'est un livre de fiction dans lequel il reproduit dans la narration une convention internationale sur la météorologie qui a eu lieu au début du 20e siècle. Et il fait parler l'un des conférenciers qui dit que là, on est vraiment au tout début des premières projections météorologiques et tout. On se dit, OK, on va pouvoir
prévoir la météo qu'il va faire. Donc, on va pouvoir prévoir la météo qui va passer, qui va avoir sur le sillonnement d'un navire ou d'un avion. Donc ça, c'est révolutionnaire au fin 19e, début 20e siècle. Et ce conférencier-là dit, imaginez plus tard, dans les années 2000, on va pouvoir contrôler le climat, on va pouvoir mettre de la pluie là où on en a besoin, on va pouvoir mettre du soleil éternel quand on veut, là on va en vouloir. Les implications politiques et économiques d'une telle mainmise sur la nature, entre quelles mains ça va se retrouver, ça? Ça, c'est une des grandes questions qui m'intéresse, justement. Mais juste un petit peu avant d'y venir, je veux juste répondre aux climato-sceptiques, justement, qui trouvent ça bien le fun. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas besoin de changer d'économie. Ben, le problème est là. Comme je disais au début de l'émission, c'est que le niveau de gaz à effet de serre resterait le même si on ne met pas d'autres mesures en place pour le descendre, pour diminuer ce niveau-là. Donc, si on fait de la géo-ingénierie, c'est avec l'objectif, si on veut, de s'acheter du temps pendant qu'on réduit nos émissions d'effet de serre. Pour espérer, par exemple, que le Bangladesh ne se trouve pas à perdre la moitié de son territoire à cause de la montée des eaux, que des États comme le Vanuatu disparaissent, par exemple. La pire chose à faire, ça serait d'appliquer une situation de géo-ingénierie puis de pas réduire nos gaz à effet de serre en même temps. Pas de faire cette transition-là vers une économie verte. Puis bon, avec les climato-sceptiques, on sait qu'ils sont durs à convaincre des fois. Fait que c'est un des plus gros problèmes. Puis il y a aussi l'idée que si jamais, par exemple, on applique une de ces solutions-là pendant, disons, 50 ans, puis que là, pour une raison X, on a un arrêt soudain dans l'utilisation de cette technique-là de géo-ingénierie, ça va être quoi l'impact sur le climat? Ça va être quoi? Parce qu'il se passerait rendu là, c'est que par exemple, si on continue de polluer, le niveau de pollution est resté le même qu'avant qu'on l'applique, ben là, tu aurais encore plus de gaz à effet de serre. L'impact de ces gaz à effet de serre-là qui sont dans l'atmosphère, il viendrait qu'à s'appliquer extrêmement rapidement. Fait qu'on pourrait avoir un dérèglement du climat planétaire dans l'espace de quelques années parce que là, leurs effets se feraient sentir pour de vrai. On deviendrait entièrement dépendant de ces nouvelles techniques-là, dans le fond. Exactement. Donc, s'il y a un problème quelconque, on ne sait pas ce qui arrive. On sait juste aucunement ce qui arrive. Puis justement, tu parlais de l'idée de conflit politique puis de gouvernance. Puis il y a des politologues justement qui se sont penchés là-dessus de voir ça serait quoi la meilleure... C'est comment que ça pourrait être géré, la géo-ingénierie, si on vient qu'à l'appliquer. Parce que, tu sais, on s'entend qu'il y a quand même certaines méthodes, justement, comme je parlais, qui se coûtent pas cher. Qui pourraient coûter entre 1 et 10 milliards. Rendu là, ce qu'il faut, c'est le territoire, puis les moyens techniques pour l'appliquer, mais qui, au final, pourraient être accessibles à beaucoup d'États. Donc, ce qui pourrait arriver, potentiellement, c'est qu'un seul pays pourrait décider de « Bon, ben nous autres, on commence à sentir les effets du changement climatique, on va en envoyer des particules de sulfite dans l'atmosphère. » L'Iran. Comme par exemple. Comme par exemple. Ça pourrait être les États-Unis, qu'on sait qu'ils vont être affectés par la montée des eaux. Ça pourrait être le Brésil, ça pourrait être l'Inde, ça pourrait être la Chine. Donc quand même des puissances moyennes à puissance mondiale qui pourraient décider unilatéralement d'appliquer ça. Mais là, comme on ne sait pas encore c'est quoi les impacts, les impacts c'est quand même planétaire au final. Fait que même si les États-Unis voulaient le faire juste pour eux autres, qu'ils décident de OK, ça c'est le dosage qu'on veut, c'est le nombre qu'on va envoyer de particules pour réduire la température au niveau qui fait vraiment notre affaire, ça va être quoi l'impact de l'autre côté de la planète, t'sais? Ça va être quoi l'impact en Amérique du Sud, ça va être quoi l'impact au Canada, ça se pourrait que ça soit différent pour nous, t'sais. Il y a un risque de conflit qui est assez énorme. Si on parle d'une superpuissance comme les États-Unis ou la Chine, c'est sûr que le risque de guerre en tant que tel est plus limité parce que tu veux vraiment aller en guerre avec eux, mais si au final c'est la survie de ton État qui en dépend, ça se peut que ton choix rationnel rendu là, c'est quasiment dans la guerre. T'sais. Samuel parlait de coopération de nature technique plutôt. La coopération, elle va être inévitablement politique et à l'échelle internationale aussi. Ouais. Pas le choix. Puis ce qui pourrait arriver aussi, c'est que par exemple, ce qu'on voit, c'est que ce qui est prévu avec les modèles d'évaluation des changements climatiques, donc de concentration de gaz à effet de serre, puis des impacts que ça va avoir sur le climat partout sur la Terre, c'est qu'il y a des pays comme la Russie, par exemple, qu'eux autres pourraient avoir un avantage à un réchauffement qui permettrait que la Sibérie fasse moins froid là, donc ils pourraient développer ce qui se passe là, ce qui se passe dans le Nord, l'accès à l'Arctique, aux ressources pétrolières sous l'Arctique. Qu'est-ce qui se passe si la Russie décide, eux autres, nous autres, on va augmenter notre production de gaz à effet de serre pour contrer la solution de géo-ingénierie qui a été appliquée par un autre État. Pour donc ramener ça au statu quo parce que eux autres, ça font leur affaire. Et ça peut aller loin. Ça serait d'utiliser le climat et les changements climatiques comme arme de guerre. Je pense qu'à ce moment-là, ça deviendrait en fait une question de droit international où est-ce qu'en tant qu'État, tu n'as pas le droit d'endommager l'environnement. Déjà qu'on est très en retard, on a des belles paroles, on a des belles intentions et tout, mais sur papier, il n'y a pas vraiment de reddition de compte possible. Par exemple, que la Chine pollue à un certain niveau, les États-Unis polluent à un certain niveau.
les pays qui vont en souffrir, comme par exemple le Bangladesh ou les États insulaires, eux auront aucun moyen légal aujourd'hui, ou disons sont très limités pour pouvoir justement aller chercher à accuser quelqu'un puis aller chercher une compensation finalement. C'est justement 2 points que je voulais aborder. Le premier de ces points-là, c'est que justement en parlant des États insulaires ou des États à risque, ou dont plusieurs États subsahariens, c'est qu'eux autres pourraient décider d'appliquer une solution qu'on appelle minilatéralisme. Ce que ça veut dire, c'est que tu auras un nombre d'États limité qui décideraient ensemble d'appliquer une de ces solutions-là de géo-ingénierie. De dire, nous autres, on est sur le bord de disparaître, il nous reste 10, 20, 30 ans, puis après ça, ça se peut qu'on soit engloutis. Eux autres, ils vont être pressés, ils vont vouloir appliquer ça le plus rapidement possible, puis c'est là que le niveau de risque va augmenter, parce que comme vous l'avez vu quand je présentais justement les différentes techniques qui pourraient être employées, il y a encore énormément d'incertitudes. Mais ça se pourrait qu'eux autres, tellement ils soient désespérés, ils pourraient se mettre ensemble et décider, ok, go, on y va. Puis là, dans ce cas-là, tu pourrais avoir un État comme la Chine, aux États-Unis ou peu importe, qui décide de ouais, mais ça fait pas notre affaire, vous arrêtez ça là, puis on rentre en guerre. Puis ça serait une guerre qu'évidemment une puissance moyenne pourrait gagner. T'sais. Donc il y a cette question-là justement d'équité entre les États, puis les États les plus à risque, c'est surtout les États les plus faibles, mais qui pourraient quand même agir vu que le coût est. Ça coûterait pas si cher que ça mettre en place une solution de géo-ingénierie. Bon, parce que quand on parle de 1 à 10 milliards, c'est une vingtaine ou une cinquantaine de pays ayant un certain revenu. Il y aurait les moyens, surtout si leur survie en dépend, ils vont être prêts à mettre la moitié de leur PIB là-dessus s'il le faut. Exactement, là, rendu là, c'est une question de survie, c'est juste ça. Là. Puis justement, tu parlais des résultats un peu mitigés d'une action multilatérale où tu as l'ensemble des pays de la planète ou la grande majorité de ceux-là qui essaient de se mettre ensemble pour contrer le changement climatique. On le voit avec l'accord de Paris, avec le protocole de Kyoto, que les deux se font sous l'égide des Nations Unies. Puis qu'au final, ça a des résultats parfois positifs, mais quand même mitigés. T'sais. Il n'y a aucune contrainte légale pour un pays de diminuer sa consommation, l'augmentation de gaz à effet de serre chez eux. Ils donnent leur cible, mais ils sont pas obligés de les respecter. C'est ça qui arrive avec beaucoup de pays. Ils vont pas les respecter. T'sais, ça serait la meilleure... Si on décide de faire de la géo-ingénierie, ça serait la meilleure façon de la faire. Ça serait que tout le monde se mette d'accord pour le faire la recherche nécessaire, puis décider de combien de degrés on veut diminuer la température de la Terre, ou la stabiliser. Mais bonne chance pour réussir à ce que tous ces pays-là soient d'accord. Là. Puis c'est ça le problème majeur. Fait que ça serait, en termes de faisabilité politique, c'est très bas, mais ça serait la solution la plus équitable. Question pour toi en lien avec la politique. Si on imagine un monde dans lequel les organisations internationales n'existeraient pas, par exemple, dans un monde où on aurait encore des États-nations qui ne seraient pas forcément fédérés à travers des systèmes comme l'Union européenne ou l'OTAN ou des choses comme ça, clairement le défi serait plus gros. Mais est-ce que tu penses, est-ce que ton hypothèse de politologue, disons, ça pourrait être que les institutions internationales, ça pourrait être l'instrument qui va rendre ça possible finalement? Ben, ça serait la meilleure option, ça serait d'avoir des institutions internationales. Puis peut-être une parenthèse, mais au final, je pense que ça serait impossible d'être à un niveau où on est avec les changements climatiques s'il n'y avait pas eu, s'il n'y avait pas eu d'industrialisation. Puis je pense que l'industrialisation a favorisé justement l'émergence des États-nations comme on les connaît, les États-nations modernes. Clairement. Puis ce que ça implique, c'est justement une avancée dans les technologies, donc une avancée dans les communications, dans les transports, qui fait que les États n'ont pas le choix de se parler, puis de s'entendre, puis de développer un régime international. Fait que c'est sûr qu'un régime international, peu importe, même dans ta théorie, je pense qu'on s'en sauve pas. Ouais. Mais il va falloir, je pense que cette solution-là passe par une action multilatérale si on décide de faire ça, parce que la question c'est une des questions aussi, mais surtout si on veut que ça se fasse sans trop de problèmes au final. Ça pourrait être en développant une nouvelle institution, une nouvelle organisation pour gérer ça. Il y a des idées qui ont été soumises qui sont basées sur les traités de l'Arctique ou de l'espace. Puis ça serait dans le fond de commencer au début avec un petit groupe de pays, une trentaine, ceux qui auraient les moyens techniques et financiers de le faire, avec une représentation aussi d'États à risque, pour qu'au final, il y ait un forum de discussion là-dessus avec les vrais acteurs qui ont du pouvoir, pour au final, après ça, d'agrandir ça, d'avoir des représentations régionales aussi, s'assurer que tout le monde a un mot à dire. Puis ça serait peut-être la meilleure façon d'arriver à un consensus, ou en tout cas, qu'on aurait peut-être plus de chances de réussir que le système qu'on connaît en ce moment. T'sais. C'est quand même fou de se dire que l'industrialisation a amené le problème,
Et vu que la conséquence de l'industrialisation, une des conséquences, c'est les systèmes internationaux. Ça porte à la fois le problème et la solution, entre guillemets. Ouais. Une dernière affaire justement sur une approche multilatérale pour régler le problème, c'est qu'il pourrait avoir ce qu'on appelle une bataille du thermostat. Mettons qu'aux États-Unis, on veut réduire le climat de 2 degrés parce qu'on se rend compte que ça serait ça le meilleur pour l'agriculture puis l'économie en général. Mettons qu'en Chine, c'est 3 degrés. En Russie, on aimerait mieux que ça reste le statu quo. En Union européenne, c'est 1,5 degrés. Comment qu'on décide le thermostat? Comment qu'on décide de, ok, c'est ça qu'on le réduit? Est-ce qu'on doit compenser ceux qui auraient une perte économique qu'on estime? Si jamais on l'avait réduit un peu plus ou moins réduit? Je pense qu'il faut retirer le politique. Tellement. J'espère que je rends ça simple un peu. Ben, c'est tout à fait compréhensible, mais en même temps, on en parle puis on réalise l'étendue. Les enjeux. L'étendue des enjeux, mais l'étendue des problèmes que ça sous-tend. Puis l'une des questions que je me pose, c'est est-ce que, à l'échelle planétaire, les pays ou les regroupements de nations comme l'Union européenne, tout ça, sont les meilleures instances pour décider de tout ça, diplomatiquement parlant, parce que tout est tellement biaisé en fonction des intérêts propres à chacun des territoires que entre les mains de qui tu délègues une telle décision? C'est la question à 1 trillion. Un seul trillion? Ah, plusieurs trillions. Ça dépend quelle solution t'appliques. Moi, j'aime bien les nuages, moi. Fait que... Mais au même titre que dans les États, on va retrouver, par exemple, des organismes qui se détachent de l'appareil politique. Est-ce qu'on pourrait justement réussir à développer un organisme qui se détache, qui est indépendant des pouvoirs politiques, que l'État a une responsabilité par rapport à cet organisme-là, mais que cet organisme-là n'est pas associé. Tu veux dire pour gérer puis appliquer? Oui, ben pour que les décisions soient prises de façon rationnelle, scientifique, par un comité qui serait international, qui... Il y a déjà des scientifiques qui commencent à se pencher sur la question. Il y a certains forums justement où les scientifiques commencent à discuter de ça serait quoi justement, de faire l'état de la recherche sur les différentes techniques de géo-ingénierie possibles. Puis justement de se pencher sur ces questions-là, de comment on pourrait les appliquer, les impacts que ça pourrait avoir, puis tout ça. Fait que ça commence déjà là des milieux académiques. Il y a certains États, il y a le gouverneur de la Californie qui a mis dans son dernier budget, qui a débloqué des fonds justement pour la recherche. Donc ça commence tranquillement à se transmettre aux États. Mais en tant que tel, pour ce qui est de le gérer puis de le mettre en application, dans le système qu'on a actuellement, il faut que ça passe par les gouvernements. Okay. Parce que ça serait la forme la plus légitime, malgré le nombre de dictatures qu'il y a dans le monde puis tout ça, malgré que les États vont agir dans leur intérêt personnel. Mais... Je comprends, mais j'ai l'impression que le problème, justement, il dépasse les dimensions d'État. Ouais. On parle pas d'un problème qui... Exact, c'est littéralement ça. Ça se passe pas à l'intérieur. C'est vraiment planétaire, puis on a absolument rien. On a tendance à beaucoup hiérarchiser justement nos niveaux de gouvernement pour que les problèmes locaux soient réglés localement et ainsi de suite. Puis oui, ça fait déjà des différentes chicanes sur les différents paliers, mais là, on a un problème où est-ce qu'on n'a pas de palier qui est au même niveau que celui-là. Fait que c'est sûr que la couverte se fait tirer de tous les côtés. Ouais. Il faudrait sans parler de gouvernement supranational où est-ce que tous les États sont inclus dedans, ou du moins la très forte majorité, parce que c'est sûr qu'il y en a qui ne sont pas dedans, sans parler nécessairement de ça de toute façon. Pour ne pas la nommer. Sans parler nécessairement de ça, mais d'avoir un organisme qui se situe au-dessus de tout ça, parce que c'est un peu frustrant quand on voit comme des organismes comme l'ONU qui réussit malgré tout, qui ne réussit pas malgré tout à qui réussit un peu, je veux dire. Un peu, mais qui est toujours tellement tiraillé par justement la politique. Ça dépend de l'enjeu. Je pense qu'on s'en sauvera pas. Je pense que notre solution la plus équitable, pour l'instant, elle passe par l'ONU. Mais c'est sûr que l'ONU a ses problèmes. Puis si on veut faire face à celui-là, ben il va peut-être falloir justement une réforme de l'ONU. C'est un autre sujet pour un podcast, ça. autre sujet qu'on pourrait parler pendant des heures, mais c'est le système qu'on a en ce moment, je le vois pas vraiment changer rapidement. Malgré avec la Chine, ils montent tellement vite qu'ils sont en train de se bâtir un autre système à côté que c'est encore drôle, mais encore là, c'est que ça va être équitable, ça s'enligne pas pour ça. Mais c'est que là, on parle même pas d'équité, on parle vraiment de survie, puis pas de survie juste nationale, mais de survie d'espèce, puis c'est ça qui est un peu frustrant. La majorité de pays vont survivre. Ouais. Malgré tout. Ça.
mais dans quelles conditions, avec quel À quel impact, prix. à quel prix, À quel prix? Ouais, combien d'autres vont disparaître. Mhm. Bangladesh, des centaines de millions d'habitants. là. C'est Ouais, la ouais. moitié de leur territoire qui pourrait perdre dans les prochaines décennies. Mais c'est pas juste eux autres que ça va affecter. C'est pas Tous les juste pays eux autres, autour, non. là. Mais eux C'est- autres en particulier à les cause de la réfugiés. géographie. L'Inde serait Non, pas affectée, par mais je veux exemple. dire, Ben, les autres pays autour vont être affectés parce que. Ah, crise de migration. Ben oui. Ben c'est ça, c'est-à-dire on aurait le même phénomène que la crise des migrants actuellement en Europe depuis 4-5 ans avec les réfugiés syriens, sauf que cette fois-ci ce serait des réfugiés climatiques. Et ça a déjà commencé, les îles Kiribati sont en train de se noyer, là. Ouais. C'est carrément ça. Alors que tu parlais plutôt de reddition de comptes. Je sais bien que ça va paraître prosaïque ce que je vais dire, mais les comptes à rendre, elles sont à l'égard de la race humaine. Ouais. C'est carrément ça. Pas de frontières, on est toutes... Il y a une frontière, c'est l'atmosphère. Puis on est toutes Et pognés encore sur la là. même boule. Encore là. Ouais. Il y aurait une dernière chose qui pourrait arriver aussi. Tu sais, tantôt, je parlais d'un État qui agit de façon unilatérale. On pourrait avoir aussi ce qu'on appelle un green finger, qui est basé sur le film Goldfinger de James Bond. Ça serait une personne ou une compagnie privée qui décide d'agir unilatéralement. Donc, je pense qu'on a tous en tête Elon Musk. Oui! SpaceX! Mais tu sais, ça tente pour Elon Musk, 1 à 10 milliards, c'est C'est pas grand-chose. c'est pas grand chose, il peut s'arranger. Moi, je pense pas que ça va arriver parce que, je veux dire, c'est clair que la communauté internationale en général verrait cette personne-là ou cette compagnie-là comme étant un terroriste. Puis rendu là, ça serait pas si dur que ça au final d'arrêter cette personne-là. Tellement il faut que ça soit à grande échelle d'appliquer ces techniques-là. Je veux dire, tu descends Oui, les drones qui sont utilisés et tout ça. Mais c'est quand même une possibilité au final. Ça pourrait être une seule personne qui décide de faire ça. Au pire, si on le laisse faire, comme ça empêche pas un autre, encore plus riche, d'arriver puis de vouloir comme s'entreprendre une telle action, puis que là, il y a une guerre, puis que là, ça se retrouve entre les mains. Que le pouvoir du climat se trouve entre les mains de quelques individus, Exactement. quelques mégalomanes. Ça sonne comme un plan de méchant de James Bond, justement. Ah, Changer le Totalement. climat. Changer le Ouais. climat, là. Mais justement, puis je veux conclure là-dessus sur un certain plaidoyer, dans le fond, sur ce que je pense qu'on devrait faire pour diminuer, dans le fond, l'intensité de ces questions-là, puis d'arriver à une solution, au final, qui serait scientifique, qui serait valable, puis bénéfique pour l'entièreté de l'espèce humaine, en tout cas, la grande majorité. Premièrement, je pense que c'est juste de faire plus de recherche sur le sujet. Il y a tellement d'inconnus encore. J'ai l'impression qu'il faut commencer ça le plus tôt possible parce que, connaissant l'espèce humaine, on va arriver à un moment en 2050, en 2060, la situation va être de plus en plus dramatique. Puis là, on va vouloir agir en un claquement de doigts. Puis on n'aura peut-être pas la recherche qu'il faut. Puis on va agir pareil. Puis ça va avoir des impacts inattendus, extrêmement dévastateurs. Fait que j'aime mieux qu'on commence la recherche maintenant. Puis qu'on voit si c'est une solution qui est viable ou pas. Ça se peut que ça fasse juste tout empirer, peu importe la solution que je vous ai nommée. Ça, je pense qu'il faut commencer par ça. Il faut que les gouvernements fassent partie de ce questionnement-là, pas seulement au niveau académique. Il faut du financement des gouvernements, il faut des discussions entre eux d'un forum internationaux, puis il faut surtout qu'ils fassent place aux États vulnérables. Parce C'est eux les que ce principaux qui arrive quand concernés. même, c'est ça, c'est eux autres les principaux concernés dans le court à moyen terme. Puis je veux dire, là-dessus, historiquement, je veux dire, ça se fait quand même déjà avec les Nations Unies, justement, puis le protocole de Kyoto, la conférence des partis et tout ça. Donc il y a déjà un début de ça. Il faudrait qu'il y ait une voix encore plus forte, je pense, mais au moins, on a déjà un historique là-dessus. Je pense que de faire tout ça, c'est que ça permettrait d'éliminer le tabou autour de la géo-ingénierie. Puis je dis pas ça, je suis pas pro ou je suis pas contre, je veux dire, je pense qu'on n'en sait pas encore, mais il y a quand même un tabou autour de cette question-là, puis ça se peut qu'on ait A, pas le choix d'utiliser, ou B, qu'on a un avantage à l'utiliser. Si on voit qu'on arrive en 2050 ou en 2060, puis que la situation va être plus critique qu'on le pense, mais que si on appliquait une solution de géo-ingénierie, comme injecter des particules d'aérosol, pendant 10 ou 20 ans, pendant ce temps-là, on trouve le moyen de réduire l'augmentation de carbone ou carrément de l'envoyer ailleurs de façon sécuritaire. Puis pendant ce temps-là, on fait juste s'acheter du temps. Ça pourrait être une option vraiment valable pour nous autres. Donc, je pense que c'est ça. Si on veut éviter une action unilatérale ou à la va-vite dans 30, 40, 50 ans, le mieux, c'est de commencer la recherche maintenant. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Merci Marc-André. Ça fait plaisir. Fort intéressant. Très intéressant. Vraiment bon. J'espère que j'ai réussi à rendre ça. Le côté technique, quand même, compréhensible. Je pense que nos éditeurs vont avoir apprécié ton travail de vulgarisation. Ben, je l'espère. On va passer
Un autre Tranquille. univers. Oui, alors pour le coup, on va pas du tout regarder vers l'avenir, on va se transporter dans le passé, en fait, presque 400 ans. 400 ans en arrière. Je vous parle donc, je vous rappelle le titre du livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est Un océan, deux mers, trois continents. C'est le dernier roman de Wilfrid Sunday, paru au Québec chez Mémoire d'Encrier. Ça raconte l'histoire, en fait, du premier représentant de couleur noire au Vatican, qui s'appelait Ntsaku Nevunda, et qui a été baptisé, son nom de baptême, en fait, c'est Dom Antonio Manuel, né en 1583 et décédé en 1608. Donc, dans le fond, c'est son histoire. Je la résume grossièrement. C'est un prêtre qui vient du royaume du Congo et qui va connaître un destin assez particulier lorsqu'il va être trimballé en fait par les autorités de l'Église en fait pour aller représenter le royaume du Congo à Rome. Et son périple va l'amener sur la côte ouest africaine. Il va traverser l'océan Atlantique 2 fois parce que la personne qui va être déléguée par le gouvernement portugais pour l'amener à Rome doit faire un passage, un très très long détour au Brésil pour aller rapporter dans le fond une cargaison, une marchandise d'esclaves qui viennent donc de son coin de pays, du Congo. Face donc au cœur de ce périple-là, Ntsaku Nevunda va carrément rejeter son mandat de représentation du Congo à Rome et va plutôt décider de se rendre toujours à Rome auprès du pape, mais cette fois-ci pour se faire le porte-parole de la cause des esclaves devant l'injustice qu'il voit d'une manière très 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 sensible. L'auteur réussit avec une écriture très minutieuse, une écriture extrêmement sensible et extrêmement violente quelquefois. Violente, mais qui ne gonne pas non plus la dimension proprement injuste de ça. C'est pas une violence spectaculaire. Face donc à ces injustices-là, il va décider de se rendre auprès du pape pour le sommer de rentrer de faire pression donc sur d'utiliser dans le fond de son autorité pour cesser pour que cesse dans le fond cette pratique-là absolument injuste. Donc le livre fait à peu près 300 pages. C'est une écriture qui est quand même assez classique. On peut reprocher un peu de certaines longueurs, des descriptions extrêmement prolixes, mais encore une fois d'une très très grande sensibilité. Et là, c'est là qu'on voit énormément le travail méticuleux qui est fait sur la langue. On sait que ce sont des esclaves. À aucun moment dans le roman, les esclaves ne sont identifiés à leur couleur de peau. Le travail de la langue est tel que on est en présence de protagonistes qui ne sont ni plus ni moins que des êtres humains. Peu importe leur couleur de peau et peu importe leur statut hiérarchique. Donc, juste pour avoir réussi à reproduire fidèlement l'univers de cette époque-là, en dehors du discours consensuel, historique sur la condition, donc, par exemple, des hommes d'église ou des esclaves ou des autorités politiques de l'époque, juste pour avoir réussi à créer, tout dans le fond, reproduire cet univers-là sans nommer ce qu'on doit nommer à travers la couleur de peau, c'est un livre qui vaut absolument ces 300 pages. Donc c'est Un océan, deux mers, trois continents de Wilfrid Sunday, encore une fois, chez Mémoire d'Encrier au Québec et chez Actes Sud en France. Je sais pas si j'avais bien compris, mais est-ce que c'est basé sur un fait vécu? Oui, c'est ça. En littérature, c'est ce qu'on appelle une exofiction, c'est-à-dire que c'est un personnage historique qu'on va prendre et dont on va, ni plus ni moins, réinventer l'histoire par l'intermédiaire de la fiction. Okay. Donc oui, c'est... Et à plusieurs moments dans le roman, il y a des passages qui sont fictionnalisés, mais d'événements qui sont effectivement produits. Je pense que je me rappelle juste de mémoire toute une chronique sur la question de la piraterie sur les côtes brésiliennes au début du 17e siècle, par exemple. On a le roman dans ses premiers chapitres s'ouvre sur les premiers mouvements de colonisation qui se sont joués dans les coulisses du pouvoir pour l'invasion pour la colonisation, disons, du Congo au début du 15e siècle. Fin du 15e siècle. Fort intéressant. On sent la pertinence. Oui, on vous mettra le lien sur notre page Facebook. Je vais faire ça.
Oui, boss. Merci beaucoup, Clarence. Encore une fois, merci Marc-André Ça me pour fait plaisir. ton sujet. On vous invite, chers éditeurs, à laisser commentaires, suggestions sur notre page Facebook, qu'on vous invite d'ailleurs aussi à aimer et à partager. Pour vous rappeler, nous sommes disponibles sur SoundCloud, iTunes, Google Play, YouTube. On vous invite aussi à aller assigner des étoiles, en assigner 5 idéalement, sur iTunes. Ça nous permet de nous donner une certaine visibilité. Donc, si vous aimez ce qu'on fait, on vous encourage. Sinon, bien sûr, le partage. Sinon, faites rien. Continuez de nous écouter, s'il vous plaît. Sur ce, je vous remercie tous, chers collègues. Puis on se dit à la semaine prochaine. Au revoir! Au revoir! Euh,